Et je cède la parole à Richard Dessès pour cet entretien. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Et nous retrouvons Fabrice Epelboin qui est enseignant et entrepreneur et que vous connaissez, chers auditeurs. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Il y a en ce moment, et depuis plusieurs mois, depuis en gros que Trump a été élu, une affaire Twitter Files, autrement dit les dossiers Twitter, et donc peu à peu, en fait, les Américains sont en train de mettre au jour la manière dont Twitter avait été très sérieusement et très officiellement, mais très secrètement contrôlé par l'administration Biden, qui avait organisé en fait la censure de tous les contenus déplaisants. Évidemment, ça avait culminé avec le Covid. Mais peu à peu, il y a un volet français de ces dossiers Twitter qui se révèle. Alors ça remonte à bien avant le retour de Trump à la Maison-Blanche, ça remonte à 2022, quand Elon Musk a racheté Twitter. Oui, pardon, Il Elon a Musk. ouvert les archives de Twitter à toute une série de journalistes, dont l'un qui est assez connu aux États-Unis, qui est Michael Shellenberger, qui aujourd'hui inaugure le chapitre français. Et donc on s'aperçoit, pour faire simple, que ce qui s'est passé aux États-Unis et qu'on a découvert à travers une multitude d'enquêtes en 2022, c'est grosso modo passé à peu près de la même façon en France, et que la France a été un modèle de par sa capacité à censurer des contenus de façon beaucoup plus simple qu'aux États-Unis, où ils ont le premier amendement, pour non seulement travailler au futur DSA en bonne intelligence avec l'administration Biden, mais proposer ce modèle de censure des réseaux sociaux à l'ensemble du continent européen. Alors, pour le reformuler, donc la France, ce phare de l'intelligence humaine, ce modèle d'humanisme qui s'exporte sans cesse grâce à Macron et à tous ses prédécesseurs, est en fait à la pointe de la censure gouvernementale en matière de libre expression. La France a toujours été à la pointe de la censure, dans les démocraties, hein, il faut garder des proportions, mais la tradition en France a toujours été pour la France de censurer plus ou moins les contenus et l'expression des citoyens. On n'est pas sur le même modèle que les États-Unis, c'est des modèles de démocratie totalement différentes. En France, on a une tradition qui remonte à très très loin, mais qui, grosso modo, le socle, c'est la loi sur la liberté de la presse de 1781, qui prévoit la possibilité d'avoir des poursuites pénales, et puis plus important et plus significatif dans le cas qui nous préoccupe, la loi Pleven, qui va déléguer à des ONG la capacité d'attaquer en justice des délits d'opinion. Et cette loi Pleven, qui a vraiment monté en puissance sous le premier et le deuxième septennat de François Mitterrand, aujourd'hui se transmute dans l'univers du digital. Donc on a toujours cette alliance entre des ONG qui, du fait que l'État, de par la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut pas attaquer des délits d'opinion, délègue ce pouvoir à des ONG qui le font. Et aujourd'hui, ces ONG attaquent et harcèlent judiciairement les plateformes. Le but étant de les déborder en matière de demande de censure, de façon à ce qu'elles se plient à leurs demandes et évidemment arrivent à un effet qui est la surcensure par rapport à ce qui est légitime de censurer en France. Hein. Il y a énormément de contenus qui ne sont pas légaux et qu'il s'agit de censurer. Si vous publiez des contenus nazis ou des contenus pédophiles, vous allez être censuré en vertu de la loi. Ceci dit, les droits de l'homme prévoient qu'on ne peut pas censurer au-delà de la loi. C'est pour ça que les ONG, elles, peuvent, en harcelant ces plateformes, obtenir une censure bien au-delà de ce que la loi permet. Vous citez un chiffre ahurissant donc, qui est issu de ces dossiers Twitter, c'est que 88% des demandes de retrait de contenu formulées par les ONG ont été rejetées par Twitter. Pour le dire autrement, 9 contenus sur 10 que les ONG demandent d'éliminer sont en fait des contenus légaux. Oui, on a des chiffres à droite à gauche, alors aussi bien en provenance de Twitter Files que tout un tas d'études. Il y a une multitude d'études sur la censure des plateformes de réseaux sociaux, mais on peut en sortir deux éléments intéressants. Qui, ceci dit, demanderaient à avoir beaucoup plus de transparence pour vraiment y voir clair. Le premier, c'est que la France se situe dans les grands champions de la censure au niveau mondial. On est vraiment sur le podium olympique, aux côtés de pays comme la Russie ou la Turquie. Et ça date de début des réseaux sociaux. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'effectivement, les demandes de censure qui émanent des ONG, qui sont des partenaires aujourd'hui de l'ARCOM et qui hier
fonctionnait de la même façon avant le DSA, mais d'une façon un peu moins formelle. Il y a énormément de contenus qui ne sont en rien contraires à la loi et dont on demande la suppression. Le problème qu'on a aujourd'hui avec le DSA, c'est qu'il n'y a aucun dispositif qui prévoit la moindre transparence, non seulement quant à la façon dont ces contenus sont identifiés par les ONG, mais également sur des mesures, typiquement, quel est le taux d'acceptation des demandes de retrait de la part des plateformes. Alors on sait très clairement que Twitter en rejette énormément, mais on se doute que pour en rejeter, ça veut dire qu'il faut aligner une capacité juridique du côté des plateformes et que ça coûte très cher et que la logique économique des plateformes voudrait qu'on accède à toutes les censures de façon à minimiser les frais et à se prémunir d'éventuels harcèlements judiciaires et problèmes juridiques par la suite. Tout ça est totalement obscur. La seule certitude qu'on a, c'est que les demandes de censure vont bien au-dessus de la loi et que la France, dès l'arrivée des plateformes de réseaux sociaux, a une tradition de censure qui s'est perpétuée dans le numérique. Cette tradition de censure, elle est aussi, d'une manière assez amusante, connectée à la tradition française des fermiers, c'est-à-dire il y a des personnes à qui l'État confie, des personnes privées, à qui l'État confie en fait la perception de l'impôt et autres joyeusetés. Donc là, par exemple, les sociétés d'autoroutes en France sont les héritières de ces fermiers généraux. Et donc là, les ONG sont les proxys, les fermiers généraux de la censure. C'est-à-dire que l'État a délégué très volontairement et d'une manière aussi très officielle, avec d'ailleurs Aurore Berger qui a quasiment institutionnalisé la chose, des ONG systématiquement de gauche ont été choisies pour qu'elles travaillent en étroite collaboration avec l'Arcom pour faire en sorte que les contenus de haine, ce terme extrêmement vague, soient systématiquement éliminés. Et donc, on se dit que cette censure que révèlent les dossiers Twitter, ce n'est pas un hasard, c'est en fait une volonté très concertée et très consciente de la part des gouvernants français de supprimer la liberté d'expression incroyable qui a débarqué en France avec les plateformes de réseaux sociaux. C'est-à-dire que le début de tout ça, c'est vraiment la loi Pleven, début des années 70. Ça s'est accéléré avec des ONG parfois créées toutes pièces au sein même de l'Élysée, comme SOS Racisme en 84. Et cette architecture-là, qui est de déléguer à des ONG le travail de faire la censure, c'est contourner une contrainte qui est l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'État ne pourrait pas faire ça directement, ça serait contraire aux droits de l'homme. Alors qu'en déléguant aux ONG, il contourne le problème. Là où le numérique est venu gravement perturber les choses, c'est qu'on est passé en très peu de temps d'un monde qui était structuré depuis plus d'un siècle, avec une information extrêmement verticale qui allait des médias aux consommateurs et que les consommateurs étaient totalement passifs, les fameux couch potatoes, qui est une expression des années 80 qui vraiment désigne la passivité du consommateur d'information. Donc traduit en français, les patates de canapé, autrement dit ceux qui sont effondrés sur leur canapé et qui regardent la télé avec des yeux déguisés en œufs durs. Voilà, et de façon passive, et on est passé très brutalement, il y a ça une dizaine, quinzaine d'années, à non pas des consommateurs, mais des relais et des producteurs. Et donc tout d'un coup, l'information s'est totalement horizontalisée. Aujourd'hui, on a une majorité de Français qui accèdent à l'information à travers les réseaux sociaux. Et donc, il n'y a plus ce qu'on appelle ces gatekeepers, ces gardiens de l'information que sont les médias, ce qui pose d'énormes problèmes à une censure qui auparavant était beaucoup plus simple. Il suffisait de censurer quelques dizaines, quelques centaines de médias tout au plus. Aujourd'hui, il s'agit de censurer quelques millions de citoyens qui, chacun de leur côté, relaient des informations qui ne conviennent pas à l'État ou même produisent eux-mêmes des informations. On a vu l'émergence ces dernières années d'une quantité ahurissante de journalistes citoyens, particulièrement depuis le Covid. Et ça, c'est une autre paire de manches pour le censurer. Et du coup, il faut s'attaquer aux plateformes. Le problème des plateformes, c'est qu'elles sont américaines pour la plupart, sauf celle qui est chinoise, et que du coup, depuis l'arrivée de Trump, ce rapport de force entre l'Union européenne et des entreprises privées, qui étaient les plateformes de réseaux sociaux, se transforme en un bras de fer entre l'Union européenne et la puissance américaine, et pire encore, dans la mesure où le DSA a délégué ses capacités de censure à chaque nation et chaque autorité de contrôle dans chaque nation, l'Arcom en France, on est sur un bras de fer entre chaque nation européenne et la puissance américaine. Et au premier rang de ces nations européennes, celle qui a donné le modèle, qui est un modèle traditionnel, qu'elle a été cherchée dans son histoire judiciaire et législative, et qui a donné naissance au DSA, c'est la France qui se retrouve en première ligne, c'est la France qui va se retrouver en première ligne face à la puissance américaine qui veut la peau du DSA, avec Thierry Breton, qui est le grand architecte du DSA, qui l'a construit
en 2021, 2022, 2023 en bonne intelligence avec l'administration Biden et qui aujourd'hui se retrouve face à l'administration Trump qui a bien l'intention de découdre tout ce qu'a fait cette administration précédente. Et donc Trump menace d'ailleurs régulièrement l'Union européenne et la France de réviser les droits de douane si les plateformes américaines n'ont pas une pleine et entière liberté de diffusion des contenus qu'elles ont acceptés. Il y a malgré tout quelque chose qui est tout à fait intéressant dans l'article, dans l'entretien que vous avez accordé à Atlantico sur ces dossiers Twitter, c'est la manière dont en France on a pris conscience évidemment que l'horizontalisation de l'information, la multiplication par millions en fait des émetteurs directs d'informations évidemment fragiliser le système de censure française, c'est évidemment le recours à l'intelligence artificielle, à l'intelligence algorithmique et le fait qu'on va maintenant mettre en place des intelligences artificielles qui vont permettre de censurer encore plus facilement. Je vous cite. Une approche très orwellienne qui pourrait expliquer le fait qu'un laboratoire du CNRS a été mobilisé depuis un certain temps pour travailler sur l'algorithmie des plateformes et qui, hasard ou coïncidence, qualifie de contenu toxique toutes les thématiques issues de l'extrême droite, sans s'attarder un instant sur le reste, qui semble avoir reçu un sérum d'immunité à quelque toxicité que ce soit. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce laboratoire du CNRS qui décide que quand on parle de remigration, il faut que ce soit censuré et qu'en revanche, un discours islamiste peut parfaitement passer les mailles du filet? Alors ça, c'est une allusion non pas au contenu des Twitter Files, mais à une précédente révélation qui s'est faite à la suite de l'opération Hello Critics, qui était un boycott de Twitter pour aller sur d'autres plateformes, ce coup-ci Blue Sky. Et on avait découvert à l'occasion que un laboratoire éminent du CNRS travaillait sur l'identification des contenus qualifiés de toxiques à des fins de censure. Évidemment, il y avait une grosse orientation politique sur la typologie de contenu qui était identifiée par ce laboratoire et qui était effectivement que des contenus, on va dire, de la droite populiste. Le système de censure qui est mis en place par le DSA est parfaitement agnostique d'un point de vue politique. Si demain le pouvoir changeait en France, il suffirait de nommer un nouveau président de l'Arcom, et ça c'est du pouvoir du président de la République ou de la présidente de la République, qui changerait les ONG actuelles en charge de la censure par d'autres ONG, et on aurait une censure de droite là où on a aujourd'hui une censure de gauche. Peu importe qu'elle soit de gauche ou de droite, elle est politique. Chez Viktor Orban, c'est pas du tout la même chose qui va être censurée. Malgré tout, c'est le même DSA qui va être mis en application. Le problème est vraiment pas que ça soit une censure de gauche ou de droite. Le problème est que ce soit une censure politique qui est dans les mains de l'exécutif de chaque nation européenne. Donc forcément, elle va être teintée de façon très différente en France, en Italie, en Hongrie, en Pologne. On aura droit à des dérives qui seront systématiquement politiques, mais très spécifiques à chaque pays. Alors, vous avez raison de dire le problème de la liberté d'expression en tant que tel, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche, mais malgré tout, dans le cas de la France, le problème c'est que c'est une censure de gauche. Le problème actuel, oui, mais ça pourrait changer en 2027. C'est vraiment, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est qu'elle est politique. Elle est politique et elle est orientée à gauche aujourd'hui. Elle sera politique et elle sera probablement orientée à droite demain. La seule différence que ça a à faire, c'est qu'aujourd'hui, c'est votre radio qui m'interroge sur les Twitter Files, et dans 2 ans, ça sera probablement des médias d'extrême gauche qui, eux, seront à leur tour victimes de la censure et qui m'interrogeront et qui, tout d'un coup, seront pris de panique par l'arrivée de la censure qui sera offensif vis-à-vis d'eux. Mais le problème est vraiment pardonnez-moi, Fabrice Epelboin, je me permets de vous interrompre. Rappelons que sur Radio Courtoisie, nous défendons la liberté d'expression d'où qu'elle vienne et que nous avons même expliqué que la censure de tel parti de gauche, la censure de tel parti islamiste est un scandale parce que justement, nous avons à cœur de défendre la liberté d'expression, qu'elle soit de droite ou de gauche. Voilà. Et en plus, nous avons l'expérience, nous aussi, assez longue du fait que la gauche est vraiment accro à la censure et que la droite, en revanche, voilà, avec son côté libéral et individualiste, a tendance à laisser faire les choses. Pour enfin, la vraie droite. Pour l'instant. Après, qu'est-ce que la vraie droite, qu'est-ce que la fausse droite? Le problème est vraiment pas là. Le problème est que l'architecture du DSA est agnostique. Elle est ni de droite ni de gauche. C'est à chaque pays européen de se saisir du DSA et de lui donner une coloration politique. Ce qui non seulement va détricoter l'Europe, parce que chacun va partir dans son coin, ce qui est un aveu d'échec absolu sur d'éventuelles valeurs européennes,
parce que, encore une fois, le DSA ne dit en rien qu'il faut lutter contre le racisme, lutter contre ci ou lutter contre ça. Il donne juste une architecture que chaque pays européen, dans son coin, va décliner. Il se trouve que là, très concrètement, en France, on a décliné ça sous un angle qui est de le confier la censure à des ONG qui sont pour l'essentiel de gauche. Ça pourra changer demain. Ça n'est pas la même chose dans le pays voisin. Et le jour où ça changera, on aura toujours une censure parce que malgré tout, on est quand même face à une problématique vis-à-vis des réseaux sociaux qui est qu'il y a énormément de contenus qui, pour le coup, sont illégaux. Et donc, il faut bien imaginer un dispositif qui permette de censurer ces contenus illégaux. Si je fais de l'apologie du terrorisme ou de l'apologie de la pédophilie sur Twitter, il faut qu'une autorité puisse être en mesure de censurer mes contenus. Le problème, c'est pardonnez-moi, Fabrice Epelbaum, là aussi, il y a quelque chose de différent. C'est-à-dire, il y a évidemment, et il est hors de question que ces contenus-là soient accessibles et non seulement ils doivent être interdits et leurs auteurs doivent être poursuivis, etc. Ce que vous dites et ce que disent les dossiers Twitter, c'est qu'il y a des opinions qui ne sont pas illégales et qui sont invisibilisées. Je vous cite là aussi. Parmi les autres révélations des dossiers Twitter, on apprend que l'État aurait eu l'intention de confier à l'Arcom la mission de développer un contre-algorithme qui définirait ce qui doit être rendu visible et ce qui doit être invisibilisé aux yeux des Français. Oui, alors ça c'est vraiment un truc amusant qu'on apprend dans ce dossier. Visiblement, l'État aurait demandé à l'Arcom, ou envisagerait de demander à l'Arcom, de développer un algorithme qui sert de maître étalon. Et qui détermine ce qui doit être porté à la connaissance du public, ce qui doit être écarté. Et par la suite, de comparer la façon dont les différents réseaux sociaux, eux, présentent l'information et de considérer que toute déviance par rapport à l'algorithme d'État est considérée comme une faute et doit être sanctionnée. C'est très amusant comme façon d'aborder le problème. D'une part parce que ça remet au premier plan ce fameux laboratoire du CNRS qui développe des algorithmes et qui audite les algorithmes des plateformes de réseaux sociaux, mais surtout parce que très concrètement, ça veut dire qu'il y aurait un algorithme pour Twitter France et un autre algorithme pour Twitter Pologne et encore un autre algorithme pour Twitter Italie parce que chacun de ces pays va vouloir modeler son opinion publique en fonction de ses priorités. Ce qui, d'un point de vue technique, est complètement dystopique, complètement délirant, ce qui est un aveu d'échec pour une quelconque unité européenne. Mais d'un point de vue technique, c'est complètement fou. Imaginez qu'on puisse demander ça aux différentes plateformes et imaginez le chantier technologique que ça représenterait pour les plateformes de façon à se conformer à une multitude d'algorithmes d'État, sans même parler du fait que si l'Europe obtenait ce genre de compromis avec les plateformes, la moindre dictature d'un pays exotique serait tout à fait légitime à exiger la même chose de Twitter. Après tout, si les Français exigent ce type de censure, il n'y a absolument aucune raison qu'en Azerbaïdjan, il n'y ait pas le droit non plus. Mais on voit bien que cette censure, c'est pas juste censurer les contenus nazis, c'est censurer n'importe quel contenu qui déplaît au pouvoir. Ah mais on ne sait pas, il n'y a aucune exigence de transparence dans le DSA. Alors on a des chiffres à droite ou gauche qui nous montrent bien qu'il y a un taux de faux positifs considérable, mais le DSA n'impose aucune forme de transparence. Juste pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ce que vous appelez un faux positif, c'est par exemple le fait qu'une ONG demande qu'un contenu soit éliminé d'une plateforme alors que ce contenu est parfaitement légal. Absolument, absolument. Donc il y a un taux de faux positifs qui est très important, mais il n'y a absolument aucune disposition dans le DSA qui exige une forme d'audit des ONG qui sont chargées de faire cette chasse au contenu, une transparence sur la façon dont elles vont faire cette chasse au contenu. Elles vont s'aider d'algorithmes, elles aussi, forcément, d'intelligence artificielle, très vraisemblablement. Aucune transparence n'est faite là-dessus, aucun bilan n'est exigé, il n'y a aucune supervision du parlementaire sur ces missions-là. Et donc, c'est une boîte noire qui fonctionne selon la bonne volonté d'un carteron d'ONG nommé par l'Arcom, qui elle-même voit sa présidence nommée par l'exécutif. Donc, on est sur des dérives démocratiques qui sont potentiellement vraiment, vraiment graves. Donc, le président de la République nomme le président de l'Arcom. Le président de l'Arcom choisit les ONG avec qui il a envie de travailler. Ensemble, ils décident de mettre en application ce règlement européen de DSA, donc sur la régulation des réseaux sociaux, et ils ne sont responsables et redevables d'aucune information devant aucune structure parlementaire. Autrement dit, c'est l'État français qui décide seul, sans aucun contrôle du peuple, de ce que le peuple doit savoir. C'est ça, c'est ça. C'est l'index du Vatican appliqué à l'ère des réseaux sociaux.
Et sachant que l'index du Vatican, c'est quelques centaines de titres sur quelques siècles, et alors que là, au contraire, ce sont des milliers de contenus chaque jour en quelques années. C'était infiniment plus simple à l'époque du Vatican. D'abord, à l'époque du Vatican et de l'index, on publiait très très peu de livres par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 50 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux en France qui chacun potentiellement sont des producteurs et des relais d'information. Donc tous les systèmes imaginés pour contrôler l'information et la censurer s'effondrent face à cette masse qui fait que, on ne peut pas faire des poursuites judiciaires pour chaque apologie du terrorisme sur Twitter. Ça demanderait de multiplier par 1000 les capacités du système de justice actuel. Donc il faut trouver d'autres approches. Et l'approche qu'on a trouvée avec le DSA, qui vraiment, j'insiste, finalement est la perpétuation de ce qui a commencé en 1880 avec la loi sur la liberté de la presse, de la délégation de pouvoir aux ONG, de la loi Pleven en 72, et tout ça transposé dans l'ère du numérique. Il y a une vraie continuité, une vraie logique, une vraie tradition française de la censure qui s'est perpétuée à l'ère du numérique, mais qui aujourd'hui, plutôt que de toucher des éditeurs, touche des citoyens. Et c'est là où ça grince. L'autre aspect qui est absolument affolant, c'est l'absence totale de transparence sur quoi que ce soit dans les mécanismes internes de ce système de censure. Il y a besoin d'un système de modération et de censure, c'est indispensable. Il y a besoin d'une approche industrielle de cette modération. L'appareil judiciaire, avec le débat contradictoire, ne peut pas faire face. C'est pas la première fois, Adopi non plus. L'appareil judiciaire ne pouvait pas faire face à 8 millions de Français qui étaient en infraction. L'appareil judiciaire ne peut pas faire face à quelque chose qui ne doit pas être loin des 8 millions de Français qui consomment de la drogue en France. Donc il y a plein de situations dans lesquelles l'appareil judiciaire, qui est déjà sous-dimensionné, ne peut pas faire face. La solution qu'on a trouvée facilite non seulement l'obscurité, mais très clairement ouvre la voie à une censure qui va bien au-delà de ce qu'exige la loi. Et là, on s'éloigne de façon très violente de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, donc une vraie solution macronienne. Merci beaucoup Fabrice Epelboin et à bientôt pour commenter le prochain chapitre des dossiers Twitter. Merci, bonne journée.